Bonsoir à tous, bienvenue. Voici les titres de votre journal Prudence en montagne. Risque d'avalanche élevé pour ce week-end de vacances scolaires. Si un drame a été évité de justesse hier en Savoie, les Alpes françaises ont été particulièrement meurtrières cet hiver. Tension sociale, remaniement ministériel, élections européennes. François Fillon en déplacement dans la Haute-Marne s'exprime tous azimuts pour occuper le terrain. Et sur le front social, on assiste à une semaine de radicalisation des actions, coupure sauvage d'électricité, séquestration de patrons et décryptage d'une spécificité française. La débâcle des clubs français en UEFA, pourquoi l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain n'ont-ils pas passé les quarts de finale? Analyse dans ce journal. Et puis il est considéré à la fois comme l'un des grands acteurs du moment et comme un sexe symbole. Après Australia, Hugh Jackman sort ses griffes dans X-Men. Il est l'invité de votre journal. Bonsoir, à tout à l'heure. Bonsoir Marie. La prudence maximale est encore recommandée en montagne en cette période de vacances. L'hiver a été particulièrement meurtrier. Lundi matin encore, 3 skieurs ont trouvé la mort dans les Hautes-Alpes. Et l'on sait que les avalanches peuvent aussi, même si c'est très rare, se déclencher sur les pistes balisées, comme hier à Valseny en Savoie, où l'absence de victimes relève du miracle. Denis Sébastien, Olivier Jacquelin. Des quantités de neige impressionnantes qui ont littéralement balayé 2 pistes de ski. Une avalanche de 800 mètres de long sur 500 de large sur un domaine en principe sécurisé. Heureusement hier, personne n'a été emporté. C'était énorme sur la piste, il y avait une dizaine de mètres de neige. Et béton, impressionnant. Des déclenchements préventifs à l'explosif, nous sommes sur le domaine de la station voisine Bonneval-sur-Arc ce matin. Il a beaucoup neigé ces 2 derniers jours et les pisteurs tentent de purger le manteau neigeux sans grand succès. Rien ne bouge. Non. Et après ça peut partir le lendemain alors que les conditions d'après nous s'y prêtent moins. Mais hier à Valseny, on avait comme ici procédé à des tirs préventifs, mais ils n'avaient rien donné. Il faut dire qu'en cette mi-avril, les conditions de neige sont très particulières. Comme hier, c'est une avalanche qui est partie, une avalanche de fond, une avalanche très humide. Et là, c'est difficile de faire partir les dynamites parce que souvent, ça ne bouge pas, les dynamites. Ça bouge tout seul, ça part tout seul, ou au passage d'un skieur. La décision d'ouvrir le domaine est prise par le responsable de la sécurité des pistes. Malgré les événements d'hier, les skieurs se lancent, parfois avec un peu d'appréhension, le plus souvent confiants ou fatalistes. C'est les risques dans la montagne, surtout je pense à cette période de l'année. Où il fait chaud, et un coup il fait chaud, il neige, il fait froid, donc ça tient pas. Disons qu'on se croyait à l'aise sur les pistes et puis malheureusement, ce qui n'arrivera rarement est arrivé là. Pour ce week-end, les professionnels incitent à la prudence. La météo reste propice aux avalanches, risque 3 sur une échelle de 5 niveaux. J'existe, c'est ce que semble avoir voulu rappeler François Fillon en déplacement aujourd'hui à Chaumont, dans la Haute-Marne. Le Premier ministre a occupé le terrain, il s'est prêté aux questions des journalistes comme rarement, leur opposant des réponses offensives sur tous les sujets. Alix Bouillaguet et Stéphane Guillemot étaient sur place. Le bruit est assourdissant, la chaleur moite. Ce matin, dans cette forge de Chaumont, François Fillon était lui aussi en ébullition. Des semaines qu'il vend son plan de relance à des salariés souvent inquiets. Une inquiétude qui, à ses yeux, ne justifie pas de séquestrer le patron ou de provoquer des coupures de gaz et d'électricité comme ces derniers jours. C'est du sabotage, ça n'est pas la grève, ça n'est pas de l'action sociale. L'action sociale, elle est garantie par la Constitution. Le droit de grève, il est garanti par la Constitution. Le sabotage des installations, lui, ne l'est pas. C'est une faute pénale. Un recadrage sévère, recadrage tout aussi ferme de ses propres ministres qui affichent leurs ambitions dans la presse. Les Français ont suffisamment de soucis avec les perspectives d'avenir, avec l'emploi, avec les difficultés quotidiennes qu'ils rencontrent, pour ne pas en plus assister à un spectacle qui n'a rien à voir avec ce qui doit être les règles de fonctionnement d'un gouvernement. Un gouvernement dont il défend par ailleurs la compétence. Je ne crois pas que le gouvernement soit usé. Je pense qu'il faudra un jour que notre pays comprenne que, à l'image de tous les autres pays développés, un gouvernement, c'est fait pour durer, grosso modo, la durée du mandat qui est confié à la majorité par les Français. En clair, ce Premier ministre qui peaufine son image d'homme sérieux semble visiblement bien décidé à gouverner lui aussi le temps d'un quinquennat.
Et en cette fin de semaine extrêmement tendue sur le plan social, une première condamnation prononcée cet après-midi à l'encontre de 9 salariés de Caterpillar en Isère, 200 € d'astreinte par jour s'ils continuent à bloquer l'accès au site. La direction a également lancé une autre action judiciaire pour occupation illicite des locaux où depuis mercredi les salariés des Chirolles ont installé un campement. Si ce type d'action, de même que la séquestration des patrons, est une spécificité française, la tournure judiciaire que prend le dialogue social est une nouveauté. Valérie Lerouge, Régis Maté. G2 sur le patron de Continental. Piquet de grève et séquestration chez 3M, Sony ou Faurecia. Depuis un mois, les salariés ont radicalisé leur méthode. Nicolas Sarkozy avait prévenu, il ne laisserait pas faire. Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'aller séquestrer les gens? On est dans un état de droit. Je ne laisserai pas faire les choses comme ça. Dans un état de droit, la loi elle doit être respectée. Aujourd'hui, les patrons répondent donc par la voie judiciaire. À Calais, les compagnies de ferry ont obtenu une astreinte de 1 000 € par heure et par bateau bloqué par les marins pêcheurs. De quoi dissuader les plus remontés. Chez FM Logistique en Moselle, la direction séquestrée hier a menacé également de saisir la justice avant d'être libérée. Chez Caterpillar, 19 salariés ont été déférés devant le juge pour entrave au travail. Aujourd'hui, il y a eu un choix déterminé qui a été fait sur 19 salariés qui sont les leaders, qui sont le noyau dur. Et c'est ce noyau dur qu'on veut casser parce qu'on sait très bien que ce sont ces gens-là qui mobilisent. Sans ces gens-là, il n'y a pas de mouvement social. Si les procédures judiciaires s'avèrent efficaces pour lever les blocus, les syndicats craignent surtout qu'elles attisent la colère de salariés qui n'ont plus rien à perdre. Quand il y a un problème dans une entreprise, le meilleur moyen d'en sortir, c'est de négocier. Mais si la négociation conduit du côté employeur à faire de la judiciarisation ou à vouloir faire condamner des salariés, ça veut dire que la confiance, elle n'est pas près d'être établie et qu'il risque d'avoir des actions plus dures. Mais ça, ils en prendront la responsabilité. Une inquiétude partagée par les autres syndicats qui ne contrôlent plus complètement leur base, mais aussi par les patrons et les politiques. Tous redoutent un dérapage. Et puis le site de Sony dans les Landes a définitivement fermé ses portes aujourd'hui. Les salariés avaient organisé une journée d'action pour dire au revoir au village de Pontos-sur-l'Adour. Ils ont symboliquement enterré les 311 emplois en plantant des croix blanches sous les arbres en bordure de l'usine. Et puis les coupures sauvages d'électricité se multiplient un peu partout en France, un mode de revendication pratiqué depuis 3 semaines maintenant par des salariés d'EDF et qui reste illégal. Caroline Thébault, Thierry Breton. Donc on vous remet les menaces de sanctions que vous faites sur notre personnel parce qu'ils sont en grève. Une minute de silence pour se faire entendre. Ce matin, des salariés d'EDF, GDF et de leurs filiales prennent à partie le patron d'une agence parisienne. Leur revendication, 5% d'augmentation de salaire, une prime de 1 500 € et que cesse l'externalisation de certaines activités. Des salariés qui menacent de procéder de nouveau à des coupures d'alimentation. Aujourd'hui, on est amené à faire ces prises de réseau comme le feraient d'autres employés par rapport à leur outil de travail. On l'a vu sur les cheminots, on l'a vu à la RATP, mais on le voit aussi dans les entreprises privées aujourd'hui où on assiste effectivement à des séquestrations et non pas des prises d'otages comme on a souvent le tendance à dire. Et donc nous, notre outil de travail étant l'électricité et le gaz, on s'empare de notre outil de travail à l'appel de nos fédérations syndicales. Conséquence hier, 9 160 foyers ont connu des coupures de gaz. 66 500 clients d'EDF ont été privés d'électricité pendant 1 heure environ. Les agents utilisent aussi d'autres modes d'action. Blocage des routes autour de l'aéroport de Toulouse. Passage en heure creuse à Avranches et à Morlaix, avec en plus ici déconnexion d'un parc éolien et des branchements de radars. De son côté, la direction condamne ces opérations. Ce sont des actes illégaux qui sont condamnables. En tant qu'employeur, nous prenons des mesures à l'externe. Des plaintes sont systématiquement déposées auprès des procureurs de la République. Pour s'attirer la sympathie des usagers, certains agents rebranchent le courant, comme chez ce jeune couple privé d'électricité pour impayé. Les salariés en grève depuis 3 semaines prévoient de nouvelles actions la semaine prochaine. Et puis comme un baroud d'honneur, les pêcheurs du Nord-Pas-de-Calais ont mené aujourd'hui une opération escargot dans le détroit de Calais à bord d'une vingtaine de chalutiers. Ils ont mis fin hier à 3 jours de blocus des ports après avoir réclamé en vain une hausse des quotas de pêche. Qui est l'auteur du tir qui a tué Florent Lemasson? Eh bien, l'autopsie n'a pas permis de révéler l'origine de la balle. C'est lors d'un échange de tirs entre les pirates somaliens et le commando français que le capitaine du Tanit est mort il y a près d'1 semaine maintenant dans le golfe d'Aden. Franck Genozo, Gabriel Camilla.
Pris dans des tirs croisés, Florent Lemasson a reçu une balle dans la main droite et une autre, mortelle, dans la tête. A-t-il été victime d'un coup de feu des pirates somaliens ou d'une balle perdue des forces spéciales françaises? L'autopsie n'a pas pu l'établir. Aucun projectile, aucun fragment métallique n'a été retrouvé dans le corps de la victime. Pour en savoir plus, il faudra attendre l'expertise des armes des pirates, l'audition des soldats français et surtout l'inspection du navire actuellement stationné à Djibouti et qui pourrait prochainement être rapatrié en France. Les 3 preneurs d'otages, quant à eux, sont déjà sur le territoire français. Cet après-midi, ils ont été mis en examen pour détournement de navires et séquestration en bande organisée. Ce sont de pauvres types, mais qui sont payés pour cela et conscients de l'être. Donc il faut aller les chercher là où se trouvent les commanditaires. En attendant de remonter jusqu'aux commanditaires, ce soir, les 3 pirates ont été écroués dans une prison française. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Un cas de discrimination dans un concours de police épinglé par le Conseil d'État. En 2007, un policier d'origine marocaine avait été recalé. Il avait alors saisi la plus haute juridiction, estimant que les questions qui lui avaient été posées étaient discriminatoires. Il vient d'être autorisé à se représenter au concours. Vincent Fischmann, Damien Louvet. Il pensait avoir mis toutes les chances de son côté. Une préparation sans faille et une connaissance parfaite des textes. Quand nous l'avons rencontré en décembre 2007, Abdel Jalel El Adioui venait de recevoir ses notes au concours d'officier de police. À l'écrit, aucun souci, mais à l'oral, 4 sur 20. Une note éliminatoire après une épreuve de questions déroutante. Est-ce que vous faites le ramadan? Est-ce que votre femme est maghrébine? Est-ce qu'elle porte le voile? Que pensez-vous de la discrimination positive? Vous ne le trouvez pas bizarre, ce gouvernement français avec un président de la République à moitié hongrois et 2 ministres arabes? Pour le policier, aucun doute, il est victime de discrimination. Du moment où on est adjoint de sécurité ou gardien de la paix, ça ne gêne personne. Du moment où on cherche à accéder à des postes de commandement, là, on nous dit peut-être, c'est pas fait pour vous. Alors le policier n'en reste pas là. Il fait appel au Conseil d'État. Après des mois de délibération, la décision est sans équivoque. Le concours et cette note à l'oral sont annulés. Cette note éliminatoire n'était justifiée par aucun élément. L'administration ne disait pas, n'expliquait pas les questions auxquelles le candidat aurait mal répondu, par exemple. Le jury, un préfet, un haut magistrat, 3 officiers et un psychologue. Alors qui a posé les fameuses questions? Pour Michel Alliot-Marie, le problème n'est pas là. C'est sans doute une personne dans le jury, et sans doute les autres membres du jury dans le contexte n'y ont-ils pas vu malice. Ceci dit, il est évident que ceci n'est pas admissible. Mais la ministre de l'Intérieur n'ira pas plus loin. Aucune enquête interne n'a été demandée concernant le jury. C'est en s'infiltrant sur Internet que les gendarmes ont arrêté un homme soupçonné de pédophilie. C'est un effet de la loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance qui permet désormais à la police de se faire passer sur la toile pour des mineurs dans le but de traquer les criminels sexuels. Aurélia Guillemin, Vivien Roussel. Derrière son ordinateur, l'homme croyait dialoguer avec Lise, 13 ans, sur un forum de discussion. Il discutait en réalité avec un gendarme. Alors quand il propose à son interlocutrice de venir chez lui pour des rapports sexuels, le piège se referme et ce sont les gendarmes qui frappent à sa porte pour l'interpeller. L'internaute en question a reconnu les faits sans difficulté, a fait état de sa fascination pour la pureté physique et intellectuelle des jeunes filles, et a indiqué effectivement qu'il avait déjà utilisé ce stratagème, donc aller sur des forums de discussion mineures pour pouvoir entrer en relation et avoir des relations de nature sexuelle avec 2 mineurs. Pour cette cellule d'enquêteurs spécialisés, c'est une première. S'infiltrer sur le net sous une fausse identité pour constater une infraction n'était pas légal il y a encore quelques mois. Avec la cyber-infiltration, ces gendarmes ont une nouvelle arme à leur disposition. Auparavant, nous cherchions surtout les diffusions d'images, de vidéos pédopornographiques sur Internet, sachant qu'un nombre non négligeable de personnes qui diffusent ces images sont aussi des agresseurs d'enfants. Mais maintenant, nous pouvons cibler plus précisément les gens qui cherchent à rencontrer directement ces enfants. Âgé d'une trentaine d'années, le suspect risque 10 ans de prison. Il a été mis en examen pour corruption de mineurs, atteinte sexuelle et proposition sexuelle à un mineur de 15 ans.
Il est 20h13, merci de nous suivre. Dans votre journal à venir, les infirmières libérales moins libres à partir de demain de s'installer où elles veulent. Une mesure pour corriger leur mauvaise répartition sur le territoire. Football, au lendemain des défaites de Marseille et du PSG en UEFA, nous tenterons d'analyser les mauvais résultats des clubs français. Et puis Hugh Jackman, à l'affiche de X-Men Origins Wolverine, sorti mercredi prochain, sera notre invité sans ses griffes. Mais d'abord un mot de ces 2 séismes à 2 heures d'intervalle qui ont fait 22 morts la nuit dernière en Afghanistan. 6 villages ont été touchés. Les habitants ont commencé à enterrer leurs victimes aujourd'hui alors que les convois d'aide humanitaire arrivent sur place. Le plus grand exercice démocratique du monde, c'est ainsi que l'Inde vante ses élections législatives. Elles ont débuté hier et vont durer jusqu'au 13 mai. 700 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire les 543 députés de l'Assemblée du peuple et les représentants des 35 États de l'Union indienne. Arnaud Miguet et Fabrice Launay sont nos correspondants permanents en Inde. Des plages du Kerala au sud, au désert du Rajasthan, en passant par les plateaux du Ladakh au nord, la grande démocratie indienne est en marche. Comme tous les 5 ans, les Indiens élisent leurs députés. Hier, c'était le sud et l'est du pays qui étaient appelés aux urnes, le doigt marqué à l'encre indélébile. Un marathon électoral étalé sur plus d'1 mois. Véritable défi pour un pays grand comme 6 fois la France, mosaïque d'ethnie, de castes, de langues et de religions. Cette élection est une vraie force unificatrice. C'est ce qui fait que nous nous retrouvons tous dans ce pays appelé Inde. Un rendez-vous démocratique à l'échelle de ce sous-continent. 714 millions d'électeurs, près de 815 000 bureaux de vote et 6 millions de fonctionnaires. Un casse-tête logistique. Si le parti du Congrès de centre-gauche a le vent en poupe face aux nationalistes hindous du BJP, l'issue du scrutin est plus ouverte que jamais. Il y a la crise économique et la menace terroriste. Jeudi, 16 personnes ont été tuées en allant voter dans un attentat à la voiture piégée. Le résultat de cette élection et la composition du Parlement seront connus le 16 mai. Commenceront alors de longues tractations dans ce régime parlementaire pour former une coalition gouvernementale. Car si l'on en croit les sondages, le vote devrait être éclaté. Il y a plus de 1000 partis politiques en lice. En 2000, la Poste promettait pour 2004 moins de 5 minutes d'attente au guichet. Elle promet aujourd'hui moins de 10 minutes avant la fin de l'année. Dans les 1000 plus grands bureaux, l'entreprise qui fait face à 1 million de réclamations par an va déployer progressivement d'ici à la fin de l'année le 3631, numéro de téléphone gratuit. Par ailleurs, tous les bureaux de Paris devraient rester ouverts jusqu'à 20h et jusqu'à 12h30 le samedi. Les infirmières libérales perdent leur liberté. À partir de demain, elles ne pourront plus s'installer où elles veulent. Résultat d'un accord signé entre leurs syndicats et l'assurance maladie pour une meilleure répartition de la profession sur le territoire. Nicolas Châteauneuf, David Dameda. 80 km, c'est la distance parcourue quotidiennement par Marie-Christine Lucchini. Au volant de sa voiture de 6h30 à 20h, cette infirmière libérale rend visite à ses nombreux patients, 50 par jour, un rythme effréné. C'est physique, c'est une course après la montre parce qu'il faut être en temps et en heure à peu près chez les gens. Les gens sont quand même demandent des horaires, il y a les prises de sang, il y a les insulines à faire à horaire fixe. Marie-Christine Lucchini travaille dans le Val d'Oise, l'une des régions de France désertées par les infirmières libérales. Bon, ça a été la journée? Ici, on en compte moins de 70 pour 100 000 habitants. Ce sont les zones claires sur cette carte. Au contraire des régions du littoral en rouge où la densité d'infirmières est multipliée par 6. Mais dès demain, plus possible de s'installer librement. Les règles changent. Dans les régions sous-dotées, des aides financières doivent encourager l'installation des infirmières. Pour Marie-Christine, il était temps. Le Nord, c'est quand même pas une région si terrible que ça. Donc je pense que ça peut être bien pour les gens, que tout le monde ait droit aux mêmes soins. Au contraire, dans les régions surdotées, les infirmières devront attendre pour s'installer qu'une de leurs consoeurs parte à la retraite. Il faudra donc racheter la clientèle. Pour les étudiantes infirmières, c'est le point qui fâche. Moi, personnellement, je suis financée. Je vais arriver après sur le marché du travail. J'aurai pas du tout d'argent pour éventuellement racheter une éventuelle clientèle. En échange de leur liberté d'installation, les infirmières libérales ont obtenu une hausse de leurs honoraires d'un peu plus de 5%. La campagne d'affichage pour l'exposition parisienne consacrée à Jacques Tati suscite la controverse en vertu de la loi Evin contre le tabac. La régie publicitaire de la RATP a décidé de remplacer la pipe du cinéaste par, non d'une pipe, un moulin à vent. Laetitia Legendre, Éric Delagneau.
C'est un petit moulin à vent qui fait beaucoup de bruit. Disparu, la pipe de Jacques Tati. Raison invoquée, la loi E20 qui interdit toute publicité pour le tabac. De quoi enflammer le débat. Enfin, je trouve ça un peu stupide et ridicule de cacher ça. Enfin, c'est pas pour ça que les gens ça va pas inciter les gens à fumer. Hein. C'est idiot de lui cacher la pipe à un personnage comme ça. Alors dans ces cas-là, on va au Louvre, on rhabille tout le monde. Proscrire le tabac n'est pas une nouveauté. Il y a 20 ans déjà, Lucky Luke troque son mégot contre un brin de paille. Puis on retire la cigarette d'André Malraux sur les timbres-poste. Mais mégoter sur la pipe de Jacques Tati, l'idée ne fait pas un tabac, y compris pour Claude Évin, à l'origine de la loi. Cette décision est ridicule. La loi, elle interdit la propagande et la publicité directe et indirecte. On n'est pas là dans de la publicité en faveur du tabac. La régie publicitaire à l'origine de cette éviction n'a pas souhaité répondre à nos questions. Mais à l'exposition de la Cinémathèque à Paris, consacrée à Jacques Tati, la pipe de Monsieur Hulot s'invite partout. Le cinéaste à l'univers onirique et burlesque ne l'a d'ailleurs jamais allumé dans ses films. On peut aussi effectivement attaquer les ayants droit, c'est-à-dire nous-mêmes, sur le fait que Monsieur Hulot n'a pas de casque sur son Solex, que l'enfant n'est pas protégé. Tati, je pense qu'il aurait beaucoup ri. Il aurait beaucoup ri tout ça. Le politiquement correct poussé jusqu'à l'absurde chez Magritte, eh bien, on a essayé. Le mâle Humphrey et son éternel Tétine, la célèbre saucisse de Churchill, pour le Tché, une petite farce révolutionnaire. Et pour Sherlock Holmes, un verre de bière. Ah non, ça c'est vrai, on ne peut pas non plus. Pourquoi les Français n'y arrivent pas? Les deux derniers clubs encore en lice ont dit au revoir à l'UEFA hier soir. Si l'OM n'est pas parvenu à se qualifier pour les demi-finales, au terme d'un match qu'il a pourtant plusieurs fois dominé face au Dynamo de Kiev, le Paris Saint-Germain s'est littéralement fait massacrer par le Shakhtar Donetsk. En cette grande crise, les amateurs de football en ont assez. Julien Benedetto, Tristan Lebras. Douloureux constat sur les visages marseillais. Le leader de la Ligue 1 n'est pas au niveau du deuxième du championnat d'Ukraine. En l'espace d'une semaine, l'OM a perdu 2 fois contre le Shakhtar Donetsk. Décevant, mais pour certains joueurs, il ne fallait pas trop rêver. Je l'ai dit il y a quelques jours et quelques semaines déjà, quand on nous voyait déjà champion et gagner la Coupe UEFA, la preuve en est avec cette élimination. Même désillusion pour le PSG, trahi par les maladresses de son gardien et balayé en Ukraine par le Dynamo de Kiev. Encore une fois, le foot français atteint son seuil de compétence en quart de finale. En 2004, Monaco en Ligue des Champions et Marseille en Coupe de l'UEFA atteignaient la finale. Depuis, aucun club français n'a joué les demi-finales d'une Coupe d'Europe. Dans ce laps de temps, 2 clubs russes ont remporté la Coupe de l'UEFA. Un club écossais est allé en finale, un club roumain a même joué la demi-finale. La France présente donc un bilan inférieur à ces nations mineures du foot européen et les supporters sont agacés. Ils ont un manque de rage et par contre on a vu les Ukrainiens hier, c'était totalement autre chose, quoi. Ils étaient motivés, ils savaient ce qu'ils avaient à gagner. Par exemple Paris, c'est quoi? Il n'y a rien, c'est des vieux, c'est n'importe quoi. Je me dis que c'est de pire en pire. Chaque année qui passe, c'est de pire en pire, c'est dommage. C'est malheureux que les clubs français puissent pas se battre sur la scène européenne à cause d'une fiscalité inappropriée. Fiscalité, le mot est lâché. À Marseille, un joueur paye en moyenne 25% d'impôts de plus qu'à Barcelone par exemple. De nombreux dirigeants de clubs français réclament une réforme de la fiscalité pour permettre à leurs équipes de rivaliser avec les grands d'Europe. C'est le rôle qui a fait de lui la star qu'il est aujourd'hui et il aime le football manifestement. Il reste fidèle à ce rôle. Hugh Jackman revient en X-Men le 29 avril sur vos écrans. Il est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Mais d'abord un extrait de X-Men Origins Wolverine, ce film qui retrace donc l'origine de Wolverine, le plus puissant et le plus agile d'entre eux. Extrait. Aujourd'hui, nous créons l'arme X. Commençons. Il peut y arriver. Il peut y arriver. Il n'y a aucun rejet. La procédure est achevée. On a réussi. Effacer sa mémoire. Je crois qu'il vous a entendu. Ouvrez tout! Vous
le ramener. Bonsoir Hugh Jackman. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Montrez-nous vos mains d'abord. Yes, no, it's okay. Là, ça va vous avez ri en regardant l'extrait, pourquoi? Je riais parce que je me disais, si quelqu'un regarde les actualités maintenant, il va se demander ce qui se passe dans le monde, avec ses griffes. Vous êtes passé depuis X-Men, le premier volet, par les univers de Woody Allen avec Scoop, par l'univers de Baz Luhrmann avec Australia. Pourquoi avoir décidé de boucler la trilogie de X-Men? Eh bien, dès que j'ai joué ce rôle et que je me suis dit qu'il devait y avoir un film qui pouvait être sous-tendu par ce personnage, il y avait beaucoup de choses qu'on ne savait pas, je me suis dit on devrait explorer son passé, voilà. Et puis ça fait 10 ans que ça se fait ce film. Alors vous êtes passionné de philosophie, vous aimez la littérature, vous avez même fait des études de journalisme. Qu'est-ce qu'il y a de philosophique et d'intellectuel dans X-Men? En fait, je crois que c'est assez shakespearien comme film. Voilà un homme qui lutte contre la nature animale de son être. Il est peut-être pas aussi, nous ne sommes pas aussi différents que Wolverine, mais je pense qu'on a tous en chacun d'entre nous un côté chaotique et un côté naturel. Donc peut-être que je vais un petit peu trop loin, mais je crois qu'il y a une certaine dimension universelle dans ce film. Alors vous avez donc délaissé le journalisme pour devenir acteur, tant mieux. Qu'est-ce qui vous attirait à l'origine dans le métier de journaliste? Vous êtes passionné d'actualité, j'ai vu que vous étiez passionné de football en tout cas. Je n'étais pas suffisamment bon au football. Si j'avais été meilleur, j'aurais continué le football. Le journalisme, j'y suis arrivé. Et puis, quand j'étais diplômé, je me disais, j'ai pas l'impression que je vais être très bon comme journaliste. Donc, je vais remettre ça aux orfèvres. Et je n'ai jamais travaillé comme journaliste. Je suis devenu acteur pour essayer d'éviter cette humiliation de ne pas trouver un emploi comme journaliste. Donc, je ne regrette pas. Je vais m'éviter, moi, l'humiliation de tenter d'être actrice. Vous avez des attaches en France. Votre oncle, je crois, s'est même marié avec une Française. Vous avez des attaches particulières avec la culture? Vous vous sentez bien dans notre pays? Je suis tellement heureux quand je viens ici que je viens le plus souvent possible. Avec ma femme, je suis venu pour la Saint-Valentin, nous étions là pour Noël également. Oui, mon oncle et ma tante Clonie vivent à Tournon. Et quand j'avais 15 ans, mon oncle m'a invité à passer 1 an à l'école, mais mon père ne l'a pas permis. Je crois qu'il savait quelque part que je ne reviendrai jamais dans mon pays si j'étais venu ici, parce que je suis un peu trop francophile. Une dernière question, quand on a cherché à savoir ce que vous aimiez boire pour vous faire plaisir, etc., pour vous accueillir ici, on nous a dit que vous buviez du jus de poulet, c'est possible? Non, je préfère les vins français. Si vous m'offrez quelque chose, le jus de poulet, non, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais pour me préparer à ce rôle, j'ai mangé beaucoup de poulet et pas mal de croissants aussi. Pour les muscles. Mais plus maintenant. Donc, si vous me donnez un verre de Bordeaux, j'accepterai volontiers. Je ne vous cache pas qu'on est rassuré. Est-ce que vous connaissez Susan Boyle? Ça vous dit quelque chose? Non. Alors, elle est probablement en train de sortir définitivement de l'anonymat, puisque des dizaines de millions d'internautes ont déjà visionné sa prestation dans Britain's Got Talent. Vous voyez de qui il s'agit? Ah oui, je l'ai vu aujourd'hui. C'est une émission phare en Grande-Bretagne. À 47 ans, cette vieille fille, c'est elle-même qui se définit comme ça. Elle a ému le monde entier. Merci infiniment de votre présence sur notre plateau, Hugh Jackman. Correspondance à Londres, Amaury Guibert. Quand elle fait son entrée sur scène, tout le monde se dit qu'elle s'est trompée d'adresse. Comment vous appelez-vous, ma chère? Je m'appelle Susan Boyle. Le jury en baille d'avance. Dans la salle, on ricane. Mais que vient donc faire dans ce télécrochet cette Écossaise de 47 ans, visiblement déchaînée? J'essaie de devenir chanteuse professionnelle. Et pourquoi ça n'a pas marché, Suzanne? On ne m'a pas encore donné ma chance, mais les choses vont changer. Et dès les premières notes, Suzanne va doucher les sceptiques. Les
Les yeux s'écarquillent, les mâchoires se décrochent. Suzanne a conquis la salle, elle va aussi conquérir le monde. Sur Internet, plusieurs dizaines de millions de personnes ont déjà vu et revu sa performance. Suzanne est donc une star. Elle qui n'a, dit-elle, jamais été embrassée, reçoit des lettres de fans énamourés. Elle qui ne chantait que dans sa paroisse est sollicitée aux États-Unis. Je prends tout cela comme ça vient. Et ça vous plaît? Oh oui, énormément. Dans son intérieur propre, Suzanne tient sa revanche et c'est peu dire qu'elle en profite. Et voilà, même a cappella, le frisson est garanti. Merci beaucoup Hugh Jackman. Encore une fois, je rappelle que X-Men Origins Wolverine sort le 29 avril en France. Merci beaucoup. Merci Marie. Deux nouvelles étoiles au firmament, nommées hier soir à l'Opéra de Paris. Mathias Eman, 22 ans, et Isabelle Chiaravola, 37 ans, ont rejoint les 15 autres danseurs du ballet à l'issue de l'entrée d'Onegin de John Cranko au répertoire de la compagnie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle l'un des principaux titres sur le front social. C'est une semaine de radicalisation des actions qui est en train de s'achever, notamment de séquestration de patrons et de coupures sauvages d'électricité. En déplacement aujourd'hui dans la Haute-Marne, François Fillon a parlé de sabotage quant aux actions des salariés d'EDF. Et je rappelle aussi cette première condamnation prononcée cet après-midi à l'encontre de 9 salariés de Caterpillar en Isère. 200 € d'astreinte par jour s'ils continuent à bloquer l'accès au site. Voilà, tout de suite, c'est la météo d'Isabelle Martinet. 20h35, divertissement avec Tandem, invité Olivia Ruiz et Jean Dormesson. Je vous donne rendez-vous demain pour le journal à 13h et 13h15 le samedi, votre magazine. Excellente soirée à tous sur France 2. Merci de votre attention. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.